tout le déroulement, comment tout ça va se passer. On peut faire des petites présentations rapides tant qu'on n'est pas beaucoup. J'ai Capucine, je ne sais pas qui c'est, qui a rejoint le groupe hier, je crois, qui m'a demandé de participer hier. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Capucine Garabétian, je suis chef de projet digital et j'ai vu votre post sur LinkedIn, donc ça m'intéressait, donc je venais écouter ce qui se passait. Top. Tu travailles sur Paris, en France Oui, oui, je suis en région parisienne. Actuellement, je suis entre deux contrats, comme on dit. Donc, je profite de ce moment un peu calme pour écouter des talks et apprendre de nouveaux sujets. Top. Qui est-ce que j'ai vu que je ne connaissais pas alors, Hugues vient de nous rejoindre. Magali, tu peux peut-être te présenter très rapidement. Salut Hugues. Salut. Salut Hugues. Loïc qui vient de nous rejoindre. Je demandais rapidement à Magali, qu'on ne connaît pas sur le groupe, de se présenter très rapidement. Ah voilà, Magali est là. Ah, tu n'as pas mis ton micro, Magali. Eh ben non, je n'avais pas mis mon micro. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je suis UX designer. J'ai rencontré Julien dans une vie antérieure. Ah, monsieur Redano. Voilà, donc on s'est retrouvés il y a quelques semaines et il m'a inclus dans vos talks. Donc, c'est plutôt sympa. Je suis ravie d'être là. Top. Bon, super. J'attends qu'il y ait encore un petit peu de monde pour vous expliquer comment ça va se passer. Je pense qu'on va être. Ça arrive toujours avec un petit peu de retard. Voilà, on a Issam qui vient de nous rejoindre. Issam, si tu peux te présenter très rapidement pendant qu'on attend les autres, si tu veux. Bonjour à tous. Alors moi j'ai été convié par Vincent Sacomano. Je travaille pour l'agence Dagobert. Je suis en charge de l'UX et de la data chez Dagobert et je gère la filiale de Dagobert qui s'appelle Clovis. Bonjour à tous. Ok, Julien m'avait dit qu'on aurait. Alors on a aussi Soufiane qui vient de nous rejoindre. Oui, bonjour. Bonjour. Moi j'ai été invité par Mohamed Beta. Donc actuellement je suis développeur front chez AXA France. Je m'occupe de tous les différents devis qui sont accessibles depuis le portail, depuis le site AXA France. Ok, top. Top. Je sais qu'on attend encore du monde, mais on va tout doucement commencer. Alors, merci déjà à tous d'être là pour ce troisième live Remote UX. Donc, j'ai reçu dans certaines demandes des messages du type est-ce qu'on peut participer à ce webinaire, à cette masterclass. Alors, je le répète un peu à chaque fois, il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre. Nos lives sont vraiment des moments plutôt d'échange où on essaye de se donner des conseils pour que nos chantiers, particulièrement UX, puisqu'évidemment, je représente l'agence Cœur, dont une grande partie est là aujourd'hui, et qui est une agence UX. Donc, évidemment, c'est les sujets UX qui nous intéressent. Mais voilà, il ne s'agit pas de donner des leçons. On n'est pas du tout en mode conférence. Ah, il y a Vincent qui vient de nous rejoindre. Vincent, ça fait très, très longtemps. Ça va, les amis? Comment vas-tu? Super. Dis donc, la dernière fois que je t'ai vu, tu avais des cheveux longs et tout. Tu es devenu un fou. Ça m'étonnerait. Toi, tu les avais un peu plus longs, mais là, on ne te voit pas. Donc, Vincent qui dirige l'agence Dagobert, que vous connaissez certainement, qui a maintenant un pôle UX depuis quelques années, je crois, et avec qui on avait travaillé il y a un petit moment de ça déjà. Donc, je reprends le fil. Je disais, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on échange, qu'on se soutienne. C'est vraiment l'intérêt aussi du groupe qu'on a créé sur LinkedIn. Je vois qu'on est beaucoup maintenant sur le groupe. Je vais essayer d'engager les gens à participer un petit peu plus, mais c'est vrai qu'on anime ce groupe de façon complètement bénévole et on n'a pas toujours le temps qu'on voudrait, le temps à consacrer qu'on souhaiterait. Donc, en tout cas, c'est vraiment l'idée, c'est qu'on échange aujourd'hui. Alors, les 2 premiers lives qu'on avait fait, j'aimerais me connecter. Attendez, excusez-moi, j'ai une demande de
de Mohamed qui n'arrive pas à se connecter. Alors, excusez-moi une seconde, parce qu'on a un participant qui a du mal à se connecter. Je vais tout de suite l'ajouter. Excusez-moi. Mohamed. Live.fr. Excusez-moi, je suis désolé. Envoyer l'invitation. Donc, je ne sais plus du tout où j'en étais. Voilà, oui, l'idée, c'est vraiment d'échanger. Les 2 premiers lives voilà, qu'on a fait, on a donné beaucoup de conseils. On a utilisé voilà, toute notre expérience déjà des ateliers et puis de la présentation aussi qu'on fait aussi parfois en remote. Et aujourd'hui, on voulait ouvrir un petit peu le champ, et notamment à des gens qui travaillent ensemble, des designers qui travaillent avec d'autres personnes d'équipe produits chez leurs clients. Donc, on a aujourd'hui 4 équipes qui vont nous donner un petit peu leur retour d'expérience. Alors, on a une équipe justement qui va être requête de connexion iPhone Nico. On a une équipe dont justement Mohamed qui vient de m'écrire, qui est une équipe de data. Donc, on a Mohamed donc, qui est déjà là. On a une seconde équipe qui est représentée par Théré et qui est donc qui travaille donc pour AGC Glace Europe. Alors, je te laisserai tout à l'heure, Théré, expliquer un petit peu plus ce que vous faites. J'ai l'impression que vous faites énormément de choses. Ce qui est très important et très intéressant aujourd'hui avec Théré, c'est qu'elle travaille beaucoup sur des sujets d'innovation. Et alors là, c'est vraiment la seule équipe qu'on a purement dans ce domaine. On va avoir une équipe aussi d'Odigo, représentée par Loïs et Lucie qui vient d'arriver. Et enfin, une équipe de Peoples. Alors, je leur laisserai expliquer à chacun ce qu'ils font. Peoples qui sera représenté par 3 personnes, 2 designers de chez Kirk, Augustin et Romain, et le directeur de Peoples, qui a même un poste un peu plus large, je pense, te laisserai Hugues te présenter, qui est donc Hugues Facchetti. Donc, j'ai pas mal de questions. Donc, comment va fonctionner je vais vous demander de garder vos micros éteints. Et puis, je vous donnerai la parole. Et puis, vous allumerez à ce moment-là vos micros et vos caméras pour que les gens puissent vous voir. J'ai posté ce matin une petite extension Chrome sur le groupe qui permet d'avoir une grille où on voit tout le monde un peu comme sur Zoom. Nous, on a choisi de ne pas travailler avec Zoom parce qu'il y a des gros problèmes de sécurité et on veut pas que ça pose problème à nos clients ni à nous-mêmes d'ailleurs. Donc voilà, je vais poser des questions et puis on va laisser un petit peu les gens développer. Alors je vais demander aux premières équipes de se présenter rapidement. Je vais demander à Peoples, à Hugues et Augustin et Romain d'ouvrir leur micro. Alors peut-être Hugues, tu peux te présenter très rapidement Peoples. Oui, bonjour, Hugues Facchetti, donc je dirige Peoples. Peoples, c'est une plateforme de gestion du personnel intérimaire qui est utilisée par des entreprises qui ont des volumes d'intérim assez importants pour faire toute la gestion RH de leur personnel intérimaire en lien avec les agences d'intérim. Donc c'est une plateforme de gestion avec un portail qui s'adresse aux entreprises, un portail qui s'adresse aux agences d'intérim et un portail qui s'adresse aux intérimaires. Et donc, Kirk a travaillé sur les 3 portails. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme chantier UX en cours pour raconter un petit peu aux autres? Alors, évidemment, vous gardez le secret quand vous le souhaitez. Vous pouvez être évasif si c'est nécessaire. Alors aujourd'hui, on a un premier chantier qui est un chantier d'une mission intime avec Augustin, qui est de repasser un peu sur tout le produit grand compte
sur lequel Kirk avait travaillé il y a quelques temps, mais sur lequel on a fait des ajouts, des nouvelles fonctionnalités. Du coup, on a un peu dévié par rapport au projet d'origine. Et donc, Kirk nous aide à remettre tout d'aplomb avec Augustin, à refaire les choses correctement. Donc, c'est une mission intime où Augustin a été aux côtés de nos équipes pour retravailler le produit et remettre tout l'UX en alignement avec ce qui était prévu au démarrage. Donc, sur un module spécifique qui est un module de statistique et sur la refonte totale d'un module de gestion des contrats. Donc, ça, c'est une première mission. Et parallèlement, on a toute une autre mission qui est sur un nouveau portail qui est un portail destiné aux petites entreprises où l'ensemble de l'ergonomie a été revu pour les petites entreprises. Et donc, Kirk a fait tout le travail initial sur ce produit-là et on a des nouveaux modules, des nouvelles fonctionnalités à ajouter. Donc, il s'agit d'enrichir ce portail pour les petites entreprises. Et puis, un troisième chantier sur le portail intérimaire puisqu'on a une nouvelle fonctionnalité qui est de permettre aux intérimaires de saisir leurs notes de frais. Et donc là, avec une approche qui est quand même très orientée mobile, la possibilité pour les intérimaires de pouvoir saisir les heures et les notes de frais sur le portail intérimaire. Donc, on a aujourd'hui 3 chantiers en parallèle avec Augustin et Romain. Donc, beaucoup de travail et tout se fait à distance depuis maintenant 1 mois. Parfait. Alors, je vais laisser aux autres présenter leur contexte avant de commencer à poser des questions. Peut-être sur l'équipe Odigo, Loïs, tu peux nous expliquer un petit peu, comme l'a fait Hugues, quel est ton rôle, sur quoi on travaille en ce moment dans les grandes lignes, parce que là, je sais qu'on est en mode assez secret sur ce qu'on fait. Ouais, je vais essayer de l'aborder sans trop en révéler, mais j'aimerais aussi que peut-être Lucie s'exprime pour qu'elle nous dise aussi en quoi c'est particulier du point de vue on va dire du rôle de Kirk. Alors, donc Odigo, on est une société qui propose un logiciel qui s'appelle Odigo, qui est un logiciel qui permet de mettre en place des contact centers chez des grands comptes, ce qu'on appelle du contact center as a service. On est positionné essentiellement sur du mode software as a service. Aujourd'hui, on a une activité qui est internationale et on a également donc un lab de R&D complet avec une équipe du X. Mais on fait appel à Kirk parce qu'on les aime bien d'abord, on trouve qu'ils sont talentueux. Et ça nous permet aussi de challenger nos équipes internes. Donc, ça nous permet d'avoir souvent des secondes propositions ou des indications d'un niveau qu'on trouve vraiment bon pour aussi, on va dire, parce qu'on a un certain souci d'exigence, parce qu'on pense qu'il y a de gros enjeux à avoir une UX différenciante. Et dans ce cadre-là, on a eu un certain nombre de missions ensemble avec l'équipe Kirk, souvent avec des ateliers physiques, donc dans les locaux de Kirk ou dans nos locaux. Et là, depuis le confinement, on travaille essentiellement à distance, et moi je travaille beaucoup avec Lucie, sur un sujet qui aujourd'hui est quasiment de la R&D. Je pense que c'est un petit peu comme ça qu'on peut le définir, Nicolas ou Lucie. Ouais. Avec des enjeux, je pense, qui sont un petit peu inhabituels, j'espère, en tout cas pour Kirk, ça vous change un peu les idées. Et pour nous, il y a un gros enjeu parce que c'est un sujet où beaucoup de compétiteurs ont un peu échoué. Donc, vous imaginez que dans ces cas-là, il y a un petit peu de pression à réussir, et le fait d'être à distance facilite pas forcément les choses, mais on a trouvé des solutions. Parfait. Et moi, dans ce contexte-là, oui, je ne me suis pas présenté, moi je suis product manager. Ouais. Donc, moi, ma formation de départ, c'est vraiment de piloter le fonctionnel et d'orchestrer un petit peu ce qui se passe, aussi bien côté UX, côté équipe de R&D, même côté équipe de test. Et moi, on s'appelle un lead PM, c'est-à-dire un lead product manager. Je suis en charge de tout un gros pan de cette suite logicielle, parce qu'en fait, la suite est tellement grosse qu'on a des product managers dédiés à certaines zones fonctionnelles précises, et on a des gens comme moi qui sont là pour chapeauter toute une équipe de product managers. Parfait. Je vais donner tout de suite la parole à une autre équipe, comme ça on se présente tous, et t'inquiète pas, je ferai parler Lucie après sur son expérience, parce que je sais que vous travaillez en remote, presque pas tous les jours, mais presque. Thérèse, tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais, parce que c'est super intéressant, et un petit peu les challenges auxquels tu fais face aujourd'hui en termes de remote. Oui.
Bonjour à tous. Je travaille en R&D, du coup, en centre de recherche et développement en Belgique. Et je travaille pour AGC Glace Europe. Donc, c'est une entreprise qui fait du verre. C'est une multinationale. Et en fait, nous, on gère des projets, enfin, on crée des projets from scratch avec des ingénieurs et des chercheurs. C'est des projets qui sont soit Europe, soit monde. Parce qu'on travaille aussi avec d'autres centres de recherche qui sont dans d'autres continents. Et nos enjeux ici à l'ATC, donc au Centre de recherche et développement, c'est d'intégrer le design dans les processus de découverte et d'innovation. Donc moi, je fais partie du pôle New Business Development et donc on est une équipe de designers qui ont plusieurs spécialités en fait, autant design produit, mais qui font de la recherche aussi en UX, que design automotive. Et donc, on est chacun dans plusieurs projets, on ne travaille pas forcément ensemble. Et donc, nos enjeux, c'est voilà, de faire des ateliers, d'évangéliser un peu les consciences. Moi, j'ai le statut de Scrum Master aussi. Donc, j'ai pour mission d'implémenter les méthodologies comme le sprint ou l'agile ou le mindset agile au sein de la TC. Donc, je travaille avec le top management pour voilà, leur faire comprendre les enjeux et essayer de mettre en pratique tout en déstabilisant pas toute la structure de la boîte qui est faite plutôt de méthode en V en fait. Donc, voilà. Et ma collègue qui n'est pas encore arrivée, elle travaille du développement de la branche AGC en Afrique subsaharienne et de tous les projets collants aux Smart Cities. Donc, elle aussi, elle est dans une démarche voilà, d'expérience utilisateur, etc. Et donc, elle a fait plusieurs workshops en remote. Voilà. Bon, vous voyez que déjà, on a des premiers participants qui sont de très grande facture, je dirais. Je vais laisser la parole à Mohamed, dernière équipe, donc qui représente AXA. Alors Mohamed, tu peux nous expliquer un petit peu aussi ce que vous faites et si vous avez des challenges vraiment en ce moment en termes d'UX et de remote. Ah, il n'est plus là. Mohamed Betta, le voilà. C'est bon, tout le monde m'entend. Bonjour à tous. Oui, c'est bon. Donc, pour placer un contexte, pour ceux que je n'ai pas encore vu, moi je suis du coup Mohamed Betta, je travaille chez AXA France là depuis quelques mois puisque je suis arrivé, je suis en Master 1, donc je suis en alternance là-bas et je suis en fonction de UI Designer. Donc, je travaille avec Soufiane Moufoua qui se présentera peut-être après moi, lui qui est dev, donc c'est mon collègue là-bas. Donc, si vous voulez, en fait, on a actuellement, je vais parler un peu plus des problématiques qui nous concernent un peu tous, donc c'est celle du Covid. Donc, nous sommes sur des sujets qui visent à mettre en place, c'est plus des projets de prévention en fait. Donc, AXA par exemple met un service gratuit ouvert à tous pour l'occasion du Covid, donc un numéro gratuit. Donc, on est mobilisé là-dessus. Donc, c'était un petit peu l'urgence du moment. Donc, moi, par exemple, ma fonction, ça a été de concevoir un petit peu l'interface, de la penser, même en termes d'image, en termes d'UI, en termes d'illustration. Donc, pour la partie remote, je pense que comme un petit peu tout le monde, on a été surpris par la longueur de ce confinement. En tout cas, moi, quand j'ai quitté mon équipe, on était plus dans l'option de se dire on se revoit dans une semaine ou dans 2 semaines. Donc, ce qui est absolument pas le cas aujourd'hui puisqu'on ne sait absolument pas quand est-ce qu'on va se voir. Donc, par rapport à cela, on a dû s'adapter tous. En revanche, on a gardé les mêmes process, c'est-à-dire que tous les matins, on se lève, on fait une réunion d'équipe pour savoir où en est chaque personne, pour laisser à l'abandon personne et pour permettre aussi à l'équipe de se lever malgré le confinement. Donc, nous, si vous voulez, on a un petit peu cette habitude de faire ce daily tous les matins pour savoir où on est chacun. Donc, la difficulté humaine, c'est qu'on n'est pas tous un petit peu dans la même situation, dans la mesure où moi, par exemple, je suis étudiant, j'ai pas d'enfants, je suis pas marié. Il y en a d'autres, ils ont des enfants, ils sont mariés. Donc, dans leur situation, c'est assez difficile d'assumer pleinement leur rôle, pas comme ils étaient physiquement chez AXA. Donc j'ai envie de dire humainement, on s'adapte,
on met en place de nouvelles façons de faire. Par exemple, moi, de mon côté, je n'hésite pas à appeler en call directement la personne concernée parce que je ne sais pas pour les autres boîtes comment vous communiquez, mais nous, par exemple, on communique via des plateformes Internet. Donc, quand on se pose des questions, parfois on attend des réponses, on ne les a pas ou parfois on les a directement. Donc, on ne sait pas réellement il y a quoi derrière. C'est très intéressant et je vais tout de suite faire le lien avec justement cette organisation et comment vous vous mettez en place. Lucie, peut-être tu peux rapidement expliquer comment nous, déjà, on fonctionne en interne, sans parler de projets spécifiques, comment on fonctionne chez Kirk. Ouais, bonjour à tous. Oui, donc chez nous, c'est pareil, c'est un peu comme ce que disait Mohamed, c'est nous, on se fait en fait tous les matins un petit daily où chacun vient dire un peu ce qu'il va faire pendant la journée, ce qu'il a fait la veille, sur quel projet, un peu pour donner aussi un peu de visibilité à tout le monde sur quels projets sont en cours, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui est un peu en stand-by aussi, parce que il y a des choses qui peuvent être en stand-by parce que vu le contexte. Donc voilà, on essaye. Puis aussi juste pour entre nous, vu que voilà, on se voit pas, on a l'habitude de se voir tous les jours. Là, on se voit plus. Juste pour prendre des nouvelles aussi, c'est hyper important de voir que si tout le monde va bien et si les projets se déroulent bien, mais si les personnes vont aussi bien en fait un peu l'un et l'autre. Donc ouais, tous les matins aussi, pareil, on se fait une petite review tous ensemble. Et on a aussi une fois par semaine une séance de yoga. Qui est initiée par la compagne d'un de nos fondateurs et qui nous permet aussi de s'assurer que tout le monde fait un petit peu d'activité et que de lâcher un petit peu la pression. Loïs, sans parler de chantier UX particulièrement, vous vous organisez comment ? Alors nous, on est déjà habitués à travailler à distance parce que moi, au quotidien, je travaille avec des gens qui sont à New Delhi, dans le sud de la France, à Montpellier, un petit peu au Maroc. Bon, déjà, on avait une habitude de travailler à distance. Par contre, bizarrement, alors qu'on travaille à distance habituellement, depuis le Covid, on a quand même essayé de savoir d'abord qui est tout seul chez lui, qui est peut-être en situation un petit peu de difficulté. On s'est un peu réparti aussi les gens dans les équipes par manager ou par personne un petit peu en charge. Et en plus des délits et des réunions plénières qu'on fait tous ensemble, on essaye de multiplier les points un petit peu individuels pour savoir comment les gens vont, pour aussi qu'il y ait un petit peu de présence dans le travail, qu'ils ne soient pas coupés en mode silo dans leur coin. Et on utilise Slack, et on a ouvert des chaînes Slack où on a ouvert des petits concours pour poster des photos rigolotes, des recettes de cuisine, des choses qu'on fait entre nous. On a quelques collègues musiciens, il y a une tradition de musiciens chez Odigo qui ont posté des vidéos un peu sympas. Et tous les vendredis soirs, en fin de semaine, dans l'équipe où on est, on fait un burger quiz en fait, qui est organisé par un organisateur différent et par équipe. Et on essaye de passer comme ça un petit moment sympa tous ensemble. Voilà. C'est partie des petites choses qu'on fait. Hugues, comment ça s'organise vous chez People, sans parler des chantiers UX spécifiquement? Est-ce que vous avez un rythme où vous avez mis en place des routines quotidiennes, quelque chose? Je sais que vous avez déjà deux endroits physiques dans lesquels vous travaillez avant, donc vous deviez déjà avoir un peu d'habitude de remote, mais comment ça se passe chez vous? Oui, c'est ça. Nous, on a une équipe de développement qui est basée à Toulouse, donc on travaille à distance de manière régulière avec eux. Et donc là, il y a une réunion tous les matins entre Sophie, la directrice technique, et les développeurs pour faire le point sur l'avancée des chantiers techniques. Donc ça, avec l'équipe technique, il y a un mode d'organisation particulier. Ensuite, sur les équipes de support utilisateurs, c'est pareil, c'est des équipes qui sont habituées à travailler à distance et qui ont des systèmes de gestion de tickets. Donc, je dirais que le travail est assez facile. Et puis après, il y a nos chefs de projet qui, eux, sont en activité très réduite, évidemment, parce que les nouveaux projets, il n'y a plus de projets qui démarrent et qui, généralement, sont physiquement chez les clients et qui font les formations chez les clients. Du coup, là, qui font les formations à distance. C'est pas évident et finalement pour faire ça de manière simple, parce qu'on a par exemple un projet sur lequel on doit former plusieurs dizaines d'utilisateurs, on a produit des vidéos de manière à pas répéter des formations à distance, qui est un peu éreintant pour un formateur, mais du coup on a vraiment produit des tutoriels vidéo qu'on a fait monter avec un voice-over, etc., de manière
à ce qu'on puisse diffuser ces vidéos et ensuite faire que des sessions de questions-réponses et d'exercices pratiques, mais que les gens puissent se former par des tutoriels vidéo avant même d'avoir la formation ou la session à distance, parce qu'on trouvait que c'était difficile à distance d'avoir 10 personnes en parallèle à former. Donc voilà comment on s'est organisé. Globalement, c'est pareil, on est habitué à travailler à distance. Le problème, c'est comme le disait Mohamed, c'est un peu la longueur. C'est que là, effectivement, nous on était parti dès le démarrage pour 6 à 8 semaines de confinement, donc on était un peu sur cette longueur-là. Mais en effet, on sent quand même qu'il y a une motivation qui est de plus en plus difficile à avoir pour les équipes projet, notamment qui ont moins de travail que d'habitude, arriver à se remettre dans le bon rythme. Et comme disait Loïs, vous avez quelqu'un qui prend un peu la température humainement, hors projet, vous essayez un peu de voir comment Oui, c'est pareil. Nous, on a un Slack qui est ouvert et dessus, évidemment, il y a tous les canaux qui permettent de maintenir la vie. Tout le monde dit bonjour tous les matins. Les gens disent quand ils vont en pause déjeuner, quand ils s'en vont le soir. Donc, on a quand même le rythme de toutes les personnes et on sait qui est en ligne, qui ne l'est pas, et avec des canaux par service. Et puis des chaînes qui sont partagées où il y a des choses un peu plus drôles, un peu plus amusantes pour aussi se détendre un peu. Donc on a quand même le lien avec toutes les personnes. C'est vrai que là sur des outils comme ça, c'est sympa. Nous on utilise Slack, on utilise Podio pour toute notre gestion intranet interne, et puis les outils Google et notre outil de ticketing qui est Freshdesk pour toute la partie support. Ce qui est assez sympa, c'est de voir que le fun devient une partie structurante de la bonne, je dirais, pour que tout le monde se sente bien et devient quelque part officiel. Alors, chez nous, c'était intégré depuis longtemps, c'était même un truc fondateur. Ouais, c'est vrai que ça détend, ça fait du bien, effectivement, de garder le lien, quoi, comme ça. Thérèse, de ton côté, comment ça se passe en termes de rythme, d'organisation? On a instauré des daily par Skype, en fait. Tous les matins, on a 15 minutes où l'ensemble du pôle de design et new business se réunit. Donc, on échange sur nos projets, ce qu'on a fait la veille, voilà, un peu nos ressentis sur la situation. Et on a aussi également des points personnels avec nos managers, notre manager, une fois par semaine pour voir un peu plus précisément dans les détails, voilà, les points à faire évoluer et nos ressentis également. Et puis, sinon, au final, ça n'a pas changé grand-chose pour ma part parce que je suis pas chercheuse, donc j'ai pas besoin d'aller en laboratoire. En termes de gestion du travail, c'est en fait une opportunité pour pouvoir tester de nouveaux outils, tester aussi la sécurité et la réaction du côté IT. Et donc, on a pu migrer sur des nouveaux modes de gestion de planning, des nouveaux modes de création d'ateliers en fait à distance. Donc, c'est plutôt bien. Ça éveille pas mal les consciences puisque c'est un endroit où ces méthodes-là sont pas forcément utilisées de prime abord. Donc, voilà, une évolution plutôt OK. Par contre, un gros point, c'est le chômage technique, quoi. Les équipes, elles ne sont pas complètes du tout. Partiel, on dit maintenant. Alors, c'est intéressant. Tu peux nous expliquer un petit peu quel genre d'atelier tu prépares et je dis c'est intéressant pourquoi? Parce que je sais que tu es vraiment dans l'implémentation de la culture centrée utilisateur. Donc, tu dois être presque dans la conso. Et il y a beaucoup de gens qui, finalement, que tu prépares à des ateliers UX en remote et qui n'auront jamais vraiment vécu d'atelier UX en vrai. Oui, tout à fait. Ton audience. La première chose, c'est de les prévenir longtemps à l'avance, de les rassurer, de leur dire que voilà, après, c'est un peu les règles qu'on énonce
lorsqu'on fait des ateliers en réel pour la première fois avec des gens qui n'ont pas l'habitude, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Et en fait, on énumère toutes ces règles un peu de bienveillance. Et après, on présente l'outil sur lequel on va travailler en disant que pareil, on est là pour les accompagner pour la prise de notes, etc. Et que du coup, au moindre problème, nous, on a la vue sur l'écran, on peut tout à fait les débugger et que voilà, après je pense que les ateliers qu'on a fait, c'était vraiment avec beaucoup de bienveillance et c'est le premier terme qu'on utilise en fait. Voilà, il n'y a pas trop de soucis sur ça. Et après, nous, on a mis du temps en fait à trouver les bons outils, puisqu'on a un problème, comme beaucoup d'entreprises, au niveau de la sécurité. Donc, des outils comme Miro, Mural sont bloqués par l'IT. Donc, je me suis vue faire des ateliers de brainstorming sur PowerPoint. Et là, mon cœur a saigné en tant qu'UX, mais très vite, en fait, voilà, c'est les premières steps à passer. Là, on vient de trouver l'outil Whiteboard qui s'intègre dans Teams, donc on a migré dedans et au fil du temps, tout va s'améliorer en termes de méthodo. Mais le plus gros du challenge, c'est aussi voilà, d'inscrire de nouveaux outils. Et là, c'est plus avec le côté sécurité et le top management qu'il faut discuter. Très bien, je vais repasser la main à Mohamed et peut-être qu'il peut intervenir. Peut-être que Soufiane peut se présenter très rapidement, qui travaille donc avec Mohamed chez AXA. Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Donc moi, ça va faire bientôt 1 an et demi que je bosse chez AXA, donc en tant que développeur front. Donc, comme je disais auparavant, oui, donc je travaille avec Mohamed, on travaille en collaboration, donc il fait vulgairement les maquettes et toute la partie UX. Comment? Voilà. Vulgairement les mains. Voilà, tu dis ça un UX, mon beau. Pour le taquiner un peu aussi. Donc, et c'est vrai qu'après, de mon côté, j'implémente toute cette partie-là. Donc, comme je disais au départ, moi, je travaille sur les différents sites d'AXA France. Donc, honnêtement, nous, on n'a pas de problème au niveau on ne chôme pas, en fait. On a des roadmaps qui ont été établis depuis fin de l'année dernière. Et en toute… enfin, voilà, quoi. On a des impératifs. Certes, tout ça a été décalé dans le temps dû aux différentes situations actuelles. Comme disait Mohamed, nous, on continue à respecter les différents, comment on appelle ça, les différents temps liés à l'agile, que ce soit les scrums, les délits du matin ou les rétros. Enfin, on continue quand même à essayer de faire tout ça, même si c'est pas facile. Nous, on bossait déjà en télétravail à 2 à 3 fois par semaine. Donc là, c'est vrai que ça ne change pas beaucoup, on est plus à la maison. Et AXA est quand même conciliant parce qu'ils ont pris en considération le fait que la productivité allait baisser. Donc c'est pour ça qu'on a décalé pas mal de sujets sur lesquels on travaillait, indépendamment du fait qu'il y a du boulot malgré tout. Alors c'est vrai que moi le premier, je rencontre des difficultés pour contacter les différentes personnes avec qui je travaille. Malgré qu'on a des outils comme Teams ou Slack ou Skype, des fois les gens ils sont pas forcément au taquet devant leur PC parce que soit ils ont des enfants, soit ils ont d'autres impératifs dans leur domicile à gérer. Et c'est ça qui fait un peu ralentir tout le travail. Typiquement, moi j'ai repris après une semaine de vacances. Et honnêtement, ce que je leur ai dit, c'est qu'hier, je n'ai pas du tout été productif parce que j'attendais des retours de certaines personnes qui soit ne voient pas leur écran, soit sont occupées, et ça pose problème. Donc, on essaie de pallier à ça au mieux, mais ce n'est pas toujours évident. Mohamed, pardon, vas-y. Je disais, je me finir sur le fait que c'est vrai qu'à chaque fin de semaine, on essaie de faire un gros bilan de la semaine qui s'est passée. Est-ce qu'on a réussi à tenir nos engagements? Est-ce qu'on a décalé encore nos objectifs ou pas? Selon comment s'est passée la semaine. Ouais, je voulais demander à Mohamed, toi, dans ta façon justement d'aborder tes échanges avec
Avec les développeurs, est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que tu as dû mettre de nouvelles choses en place? Qu'est-ce qui, avec le confinement, est un peu bousculé? Et comment tu gères un peu tout ça? Alors, nous, l'avantage, c'est que quand on était sur place, on bossait étroitement avec les développeurs, donc on était à côté d'eux. Moi, j'étais assis à côté de Soufiane toute la journée, donc je pouvais entendre, on pouvait se voir dès qu'il y avait la moindre question. Donc, c'est vrai que là, le fait d'être en confinement, il faut s'adapter. Donc là, par exemple, encore hier, j'ai appelé Soufiane au téléphone. Donc, moi, pour ma part, l'entreprise fonctionne assez agilement, donc j'hésite pas à appeler quelqu'un quand j'ai besoin de lui. Quand je vois qu'il ne répond pas sur Teams ou sur une autre plateforme sur Internet. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut ralentir parce qu'en fait, si moi, par exemple, je mène à bien mon travail, que derrière, c'est à Soufiane de faire le sien, lui, derrière, il y a des process, il attend d'autres personnes, il attend des réponses d'autres personnes, tout comme moi, en fait. Donc, c'est ça qui peut un petit peu ralentir la cadence. Mais ce qu'on a là, c'est on s'adapte, en fait. On s'adapte à les situations. Moi, je sais que quand il y a une difficulté particulière, je contacte mon manager, je contacte un lead, je contacte un dev sur place. Donc, c'est assez simple pour moi, mais c'est vrai que pour un père de famille, c'est peut-être pas simple. C'est encore une fois, parfois on attend des réponses de personnes qui sont peut-être, on ne sait pas s'ils voient leur ordinateur ou pas. Après, ce qu'il y a de bien dans notre entreprise, c'est qu'il y a un mot d'ordre, c'est bienveillance. On reçoit pas mal de messages de la part d'AXA pour savoir si on va bien, pour des messages de bienveillance, même au niveau de ses collaborateurs, donc même au niveau des équipes. Donc après, ce qu'il y a de bien, c'est que moi, dans mon équipe design, je sais comment va mon équipe. Tous les matins, on prend des nouvelles de chacun, on parle à notre manager. Il n'y a vraiment pas de secret. Après, pour le côté dev, c'est assez en agile, en fait. Pour l'instant, je ne rencontre pas de difficulté, par exemple, à communiquer avec Soufiane si, par exemple, j'ai quelque chose à faire avec lui. À l'inverse, si je dois contacter un autre développeur, là, ça sera un peu plus compliqué parce que, comme il l'a souligné tout à l'heure, c'est très difficile d'avoir des réponses sur Internet. Donc, c'est juste cette difficulté-là qu'il faudrait peut-être revoir. Donc sans s'énerver, parce qu'au bout d'un moment, peut-être qu'on se pose des questions, on se dit mince, ça répond pas. Mais peut-être remonter ça à la direction ou à un manager pour savoir ce qui se passe réellement, quoi. Donc la difficulté, c'est juste ça, c'est savoir communiquer vraiment à distance pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le faire ou qui ont une difficulté, quoi. C'est ce qu'on a beaucoup évoqué dans les lives précédents en disant, voilà, on a à disposition tout un tas d'outils, mais ces outils, ils n'ont aucune valeur à partir du moment où on n'est pas capable de mettre en place une méthodologie qui répond à telle ou telle problématique. Voilà, rythme des échanges avec les développeurs, circuit de validation, etc., etc. On peut avoir tous les outils du monde. Malheureusement, ça reste compliqué. Et justement, je voulais entendre Augustin qui est directeur du Design Shaker. Donc lui qui a un autre sujet, mais qui est tout aussi intéressant au-delà du projet People sur lequel il travaille. Mais il a en charge un peu d'assurer le suivi d'un peu de tous les designers de l'équipe Shaker. Alors, ça lui fait presque une dizaine de designers à suivre, donc il y a quand même du boulot. Augustin, je voulais savoir justement qu'est-ce que tu avais un petit peu mis en place, toi, et comment tu vivais un peu ce confinement. Je sais que c'est pas évident d'arriver à suivre un peu le travail de tout le monde. Ouais, justement, moi, je suis encore un petit peu en quête de solutions parce que, moi, je réagissais à ce que tu disais, Mohamed, parce que ça, c'est des choses, c'est des difficultés que moi, je rencontre beaucoup en management, parce qu'en fait, nous, c'est vrai que chez Shaker, quand on est en physique, quand on est à l'agence, voilà, les lead designers, parce que moi, je suis directeur du design, mais on est 3 lead designers chez Shaker avec Lucie et Thomas qui sont dans la conversation aussi. Et très souvent, en fait, on le fait un petit peu comme ça à l'instinct, c'est-à-dire, on va travailler sur quelque chose, on va se lever, et puis on va passer derrière les gens, dire, tiens, vas-y, montre-moi ce que tu es en train de faire, etc. Et puis, du coup, là, soit on va prendre du papier pour dire, tiens, tu pourrais peut-être faire ça plutôt comme ça. Vraiment sur des sujets de design, c'est-à-dire conception ou UI. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que du coup, on a plus cette possibilité-là.
Et très souvent, alors nous, ce qu'on fait, avec Romain, là, je travaille surtout avec Romain en ce moment sur Peoples. Globalement, après, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà de se poser un certain nombre de points, de se dire, bon, voilà, à telle heure, on fait un point. Tu me présentes tel truc, tel truc, tel truc. Donc, que ce soit un wireframe papier, une maquette, un parcours sur un prototype. Je donne des retours et ensuite, il les implémente. Mais le problème, c'est qu'il y a des fois, on va pas forcément bien se comprendre parce que moi, ça peut m'arriver aussi, j'arrive pas forcément à formuler bien ce que j'ai en tête. Ou à l'inverse, mes équipes vont pas forcément bien comprendre aussi ce que moi j'avais en tête, et que du coup, 1 ou 2 heures se passent, on fait le point, et là, on se rend compte, là, ça coince, là, on part pas dans la bonne direction. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui, en physique, en fait, peut être pallié assez facilement, parce que au lieu d'avoir un temps de 2 heures entre les 2 points, on va en avoir des fois même 2, voire 3, en fait, des tout petits, pour dire, non, attends, là, tu pars pas dans cette bonne direction-là. Et du coup, en tant que manager, on peut rediriger et mettre les bonnes vannes. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment, si je garde cette image de vanne un petit peu, c'est vraiment ça. C'est que du coup, en physique, on peut en remettre souvent. Que là, à distance, c'est plus compliqué. Des fois, ça part un peu comme ça. Mais voilà, après, je sens aussi que avec le temps, ça s'affine petit à petit. De toute façon, nous en UX, on parle beaucoup de courbes d'apprentissage. Là, il y en a une en fait, et c'est qu'elle est un petit peu. Là, on est en train d'apprendre petit à petit. Moi, je sens que ça le fait. Je pense qu'il faut aussi, prévoir un peu plus de points, tout simplement. De se dire, quitte à avoir un point et d'arriver à un point et de se dire, bon, écoute, on n'a rien à se dire, hop, on coupe et puis on retourne travailler. Moi, c'est un peu la solution qui me vient comme ça. Après, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont d'autres solutions, mais voilà. C'est, Yes, je voulais ajouter un mot parce qu'il y a, je suis assez en phase avec ce que tu as dit, et moi, quelque part, dans cette situation, j'y vois une belle opportunité, justement, parce que on sait que les métiers comme UX designer, il est étroitement lié avec l'UI et le dev, enfin avec toute cette palette de métiers. J'y vois une opportunité de changement, justement, de savoir comment un UX ou même un UI designer ou un dev peut s'adapter dans cette circonstance-là, puisqu'on a des métiers qui sont axés sur le digital. Donc, il y a des vraies portes d'opportunités, en fait, surtout humaines, en fait. Parce que là, on se rend compte qu'on communique beaucoup par le biais du digital, donc par les slides, par différentes choses. Mais comme tu l'as dit, Nicolas, on n'a pas appris à le faire dans ces circonstances-là. Donc, je pense que c'est ça qui va peut-être nous débloquer de cette situation-là, c'est de s'adapter à ce nouveau format, en fait. Et puis, il y a quelque chose d'assez notable dans ce que vous dites et qui me fait vraiment réfléchir parce qu'on ne l'avait pas abordé malgré tout. On s'était vraiment focus sur comment faire pour organiser les ateliers, mener les chantiers, etc. Et on se rend compte qu'on arrive à trouver des conseils, des solutions pour à peu près toutes les choses qui sont assez denses en termes d'organisation, de livrables, etc. Je ne sais pas, moi, un atelier UX, par exemple. Et on se rend compte que les problèmes, finalement, qui nous restent sur les bras, c'est des petites choses. C'est, tiens, oui, je ne peux pas me retourner pour parler à un tel, je ne peux pas faire tel truc. On arrive à trouver des solutions pour des choses massives, des choses très complexes. Et là où on a plus de mal, c'est pour l'entretien quotidien. Je vais passer 2 secondes la parole à Valérie, qui est arrivée en cours de route, qui travaille avec Théré. Valérie, tu nous entends ? Oui, je vous entends. Bonjour Valérie. Bonjour. Oui, très bien. Je te laisse te présenter très rapidement parce que le temps passe très vite. Je me rends compte qu'on aurait dû prévoir 2 heures plutôt qu'une, mais on va déborder un petit peu. Je te laisse te présenter rapidement et puis nous dire, toi, justement, quels sont les challenges que tu rencontres, quels sont les problèmes que tu as rencontrés depuis le début du confinement pour travailler avec Théré ou d'autres sur des problématiques essentiellement de design, mais ça peut être un peu autre chose. Et puis peut-être qu'est-ce que tu as mis en place ou comment tu réfléchis à des solutions pour améliorer un petit peu tout ça.
Oui, bonjour. Donc, en fait, je fais partie du Strategy Office d'AGC. AGC est le leader mondial dans la fabrication de verre pour les bâtiments et pour l'automobile. Et là, j'ai une fonction de New Business Development et Geographical Expansion sur l'Afrique subsaharienne. Donc, ça, ce sont les deux rôles. Et dans le cadre du New Business Development, on travaille sur un projet qui s'appelle Smart Cities. Et là, on a différentes tâches et je voudrais partager avec vous deux éléments. Une partie qui est vraiment l'organisation de brainstorm. Et au début du confinement, on s'est dit, oh là là, on ne va pas vraiment réussir à travailler sur ce point-là. Et puis, j'ai vraiment trouvé intéressant la collaboration qu'on a avec l'équipe de designers au sein d'AGC parce qu'ils sont arrivés très, très vite avec des propositions d'outils. Et on s'est lancé dès la première semaine de confinement dans un brainstorm avec l'utilisation de l'outil Miro, que certainement vous connaissez en tant que designer, mais pour nous, c'était très neuf en fait, en tant que gros industriel avec un métier plutôt classique. Donc, ça a été une aventure passionnante et je dirais, c'est vraiment pour moi le mot que je retiens par rapport à ceci, c'est une période passionnante. Évidemment, il y a plein de contraintes, mais je suis fascinée de la capacité qu'on a à dépasser les obstacles et à trouver des solutions, comme vous disiez juste avant. Donc ça, c'était la première partie. Et l'autre partie qui était vraiment un challenge, c'est que dans le contexte de Smart Cities, on avait décidé de rencontrer des villes européennes qui ont développé des approches smart pour leur ville. Et là aussi, on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir continuer. Et à un moment donné, le management s'est même dit bon, ben, vous pouvez laisser ça pour plus tard quand on sortira du confinement, parce qu'on avait prévu plein de voyages pour rencontrer les villes en face-to-face. Et là, de nouveau, je me rends compte qu'en fait, il y a moyen de faire énormément de choses, même à travers Skype, à créer des relations qui sont assez étroites avec les villes, à susciter l'intérêt de personnes qu'on n'a jamais rencontrées avant en ayant effectivement bien préparé. Alors, je pense que là, c'est vraiment le point clé, c'est qu'on doit préparer différemment et préparer encore mieux disons le cheminement du dialogue avec les gens, avec des outils qui sont prêts, avec une flexibilité en termes d'approche, puisque parfois on n'a pas le visuel, donc il faut aussi tester vraiment verbalement le feedback des gens, alors que parfois on n'a pas la vidéo parce que la vidéo prend beaucoup de passages, prend beaucoup de bandes passantes et souvent on doit couper la vidéo. Et ça, c'est peut-être un des problèmes clés, c'est qu'on n'a pas le retour visuel, donc tout ce qui se passe au niveau du visage est souvent absent. Là, il faut quand même avoir des outils de check. Voilà, en 2 mots, c'était l'expérience qu'on avait chez AGC, mais que voilà, je retiens une période passionnante. Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'était parfait, c'était bien préparé justement. On voit que tu commences à avoir l'habitude du remote. Je voulais vous donner. Oui, je voulais rebondir parce que ça m'intéresse beaucoup ce qui vient de se dire. Moi, je suis Odigo, comme je l'ai dit, mais aussi on est dans le groupe Capgemini, donc on a aussi cette habitude de travailler en Skype avec des gens à distance et avec des cultures aussi différentes, notamment avec des collègues indiens, chez qui l'assentiment ne s'extirpe pas si simplement. C'est-à-dire que quand un collègue indien ne veut pas vous dire non, parce que c'est souvent le cas, parce qu'il y a un poids hiérarchique, parfois aussi on est client, on ne peut pas se fier aux signes non-verbaux quand on est à distance et par Skype. Et il y en a, hein, évidemment, quand on les a en face à face et qu'on les connaît bien, comme c'est mon cas, on arrive à les détecter. Donc, on est obligé d'être beaucoup plus formel. C'est parfois pas très agréable. Donc, de faire ce qu'on appelle un double check, c'est-à-dire de lui demander confirmation, de lui demander de la reformalisation de ce qu'on vient de lui dire. Et on passe beaucoup de temps, parce qu'on travaille à distance depuis des années, pour pouvoir faire des suivis, comme on ne peut pas se fier à l'informel et à l'organisation, on va dire, qu'on peut avoir quand on est présent dans le même lieu géographique. On est obligé de formaliser beaucoup. C'est un petit peu désagréable. Il faut le savoir, quand on a l'habitude de travailler, que l'information circule, c'est un effort. Mais par contre, avec des outils, avec cette habitude, c'est une discipline, on se constitue un patrimoine de bonnes habitudes. Et sur la longue durée, on en retire beaucoup d'intérêt, beaucoup d'avantages. C'est-à-dire tout ce qu'on a formalisé laisse des traces, fait qu'on perd beaucoup moins de choses et que je pense qu'on capitalise plus et que sur la longue durée, je trouve que même s'il y a un petit côté désagréable au départ, on s'y retrouve.
C'est pas anti-humain ce que je dis, parce que finalement, ça reste de l'humain tout ça. Mais c'est vrai que par rapport à l'informel, le fait d'être à distance est très éducatif par rapport à ça. On est obligé de rentrer dans un peu plus de formalisme. Et pourtant, ça coupe pas le relationnel. Non, mais c'est surtout ce qu'on retiendra, c'est que en fait, on est tous en train de s'améliorer, j'ai l'impression. Il y a une vraie, finalement, ça nous fait à tous du bien si on évacue pendant un instant tout le côté douloureux de ceux qui sont dans des situations où ils souffrent d'un point de vue un peu plus personnel. D'un point de vue professionnel, ça fait beaucoup de bien. Nous, on a pu constater avec nos clients que il y avait un vrai gain, si je me place côté un peu plus directeur d'agence, il y avait un vrai gain de confiance parce qu'on accompagnait énormément. Et que donc aussi dans la relation, on faisait quelque chose qui consolidait et qui pérennisait un petit peu tout ça. Je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant, et je voudrais vous entendre parce que je vois que le temps passe très vite. Je vais passer la parole à Hugues. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir, maintenant que vous avez un peu cette expérience de travailler avec des UX en remote, qu'est-ce que vous attendez des designers sur ces prochaines semaines et en quoi nous, designers, on peut mieux accompagner les équipes produits. Oui, nous on a, globalement, moi je suis très content du travail qu'on a fait parce qu'on a bien avancé là dans les 3 dernières semaines avec Augustin, donc je suis vraiment content de ce qu'on a fait. Je trouve que le fait d'être à distance n'a pas trop pénalisé l'avancement. C'est vrai qu'on avait eu la chance de faire un atelier juste avant le confinement, donc on avait fait un atelier physique juste avant et ça facilite les choses. Ensuite, sur la partie design, les échanges, quand Augustin et Romain nous montrent les maquettes, ça nous permet de faire des retours qui soient efficaces. Je trouve que le travail qui a été le plus efficace, c'est quand nous, on avait un front en face qui pouvait effectivement partager l'écran et qu'avec Augustin, il pouvait faire vraiment du partage d'écran en direct pour mettre en œuvre les améliorations ou montrer en direct avec des modifications vraiment en live pour que justement il n'y ait pas d'incompréhension dans les échanges. Donc moi après sur les semaines à venir là, avec Augustin et Romain, le travail ça va être finalement de nous accompagner sur la mise en place de ce qu'on a fait, parce que pour l'instant on a les maquettes, on a tout dans Zeppelin. Et puis derrière, comme d'habitude, les développeurs vont y mettre leurs pattes et ça va pas être forcément conforme aux maquettes qui ont été faites. Et donc, c'est vrai que c'est là où le designer a un rôle à jouer, c'est de cadrer nos développeurs et de leur dire attention, là, c'est pas au pixel, c'est pas exactement comme ça, c'est pas tout à fait bien intégré. Nous, on a une équipe avec beaucoup de développeurs back et pas assez de front. Et du coup, on a cette difficulté à intégrer exactement, parfaitement les maquettes. Et donc, nous, notre attente, elle est beaucoup là-dessus. Ça va être que Augustin et Romain ne lâchent pas nos développeurs pour que le travail soit parfait et qu'il ne soit pas à peu près. Donc, encore plus d'accompagnement. Soufiane, on peut écouter Soufiane, parce que Soufiane, c'est bien Soufiane, oui, comme tu es développeur, qu'est-ce que tu attends, toi, des designers globalement, et comment on peut aller encore plus loin dans optimiser un peu notre workflow? Et il est clair que pour moi qui suis, moi ça va faire 10 ans que je suis dans le métier, mais un peu plus. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne travaillait pas cette notion du X, du Y, etc. On faisait nos propres maquettes, on faisait ça comme des grands. Maintenant, c'est vrai que tout ça a été séparé. Donc, aujourd'hui, on n'a pas forcément la vision des choses, en fait. C'est vrai là où l'UX, lui, il va être minutieux. Moi, en tant que développeur front, je vais dire, c'est du chipotage. Alors qu'en réalité, ce chipotage, il a sa part de vérité. C'est quelque chose de très intéressant, en fait. Donc, c'est vrai que nous, on leur demande d'être le plus explicite possible dans leurs demandes et dans leur. Nous, on travaille beaucoup avec InVision, donc avec les différentes maquettes InVision. Donc, on essaie de se rapprocher au maximum de la demande UX. Mais parfois, en fait, typiquement, récemment, il y a eu on m'a demandé de faire un travail, sauf que
c'était une nouvelle page en fait à faire, mais ça ne matchait pas, ça ne collait pas avec l'existence des autres pages. Donc là, c'est vrai qu'on a refait un atelier, où on a tout bien redéfini, où l'UX a lâché un peu de lest en disant ok, bon, on va essayer de s'adapter à l'existant, mais bon, c'est pas forcément gagné. Donc le workflow, nous, qui est intéressant, c'est cet échange qui peut avoir entre l'UX et les différents développeurs, sachant que c'est pas forcément gagné dès le départ. Car c'est vrai que parfois, moi j'ai rencontré, c'est pas mon cas, mais j'ai rencontré des collègues qui se sont heurtés à des UX qui voulaient imposer leur façon de faire. Et ça pose des problèmes sur la faisabilité du besoin ou sur la bonne volonté de chacun. Ouais, c'est clair. Louis, si toi je te pose la question, ça m'intéresse beaucoup. Comment est-ce qu'on pourrait optimiser? Quelles sont les attentes des designers par rapport aux designers? Alors écoute, moi déjà, je tiens à préciser que dans le cadre du travail qu'on fait actuellement, il y a eu un effort qui a été fait, qui était de travailler sur Axure, serveur d'avoir, on va dire, des écrans qui sont un peu plus animés, un peu plus interactifs, pour pouvoir un petit peu démontrer et pouvoir me permettre à moi, finalement, et aux équipes aussi d'Odigo, de voir un petit peu, de travailler autrement qu'avec des dessins papier, parce que c'était pas très simple, à distance. Et je pense que c'était même quelque chose que vous avez décidé de faire avant même le confinement, hein, de travailler sur Axure pour ce prototype-là. Donc ça, déjà, je trouve que cet effort-là était vraiment, je trouve, appréciable. Ensuite, on a essayé, je pense qu'on le fait spontanément, de se mettre des objectifs pour que chaque nouvelle réunion ensemble soit, on va dire, non pas une réunion où on va de façon informelle rediscuter de ce qu'on fait, mais on s'est fixé à chaque fois des choses qu'on voulait vérifier, pour être bien sûr qu'il y ait un avancement et qu'on n'a rien oublié. Si on voulait aller un petit peu plus loin, puisque c'est un peu l'objet de ta question, mais il faut voir si ça ne peut pas brider un peu aussi le mode de fonctionnement qui est assez naturel comme ça, si on pourrait peut-être encore formaliser davantage, c'est-à-dire vraiment, à chaque point d'étape, se faire peut-être des listes formelles, des points qu'on voulait valider ensemble pour être sûr de ne pas en oublier un seul. Je pense qu'on est des gens assez orthonormés, là, entre Lucie et moi, donc je pense qu'on n'oublie pas grand-chose. Hein. Oui. Mais malgré tout, peut-être que dans d'autres contextes, parce que c'est un sujet qui pourrait devenir très vite foisonnant, il faudrait être encore un peu plus formel dans les points qu'on voudrait vérifier et qu'à chaque point de rencontre, on s'assure de ne rien laisser de côté et que tout soit absolument bien, qu'il n'y ait pas d'implicite, que rien n'ait été laissé de côté et mis sous le tapis, quoi. C'est peut-être ça qu'on ne le fait pas et qu'on pourrait faire en plus, même si j'ai l'impression que ça ne nous a pas trop manqué jusqu'alors. Non, parce qu'effectivement, là, des deux côtés, les gens se comprennent bien. Sur des équipes où on est un petit peu plus dans la transfo, et je vais passer la parole à Thérèse et Valérie, c'est peut-être un petit peu plus empirique pour l'instant, peut-être un peu plus en construction, je ne sais pas. Valérie, toi, qu'est-ce que tu attendrais? Et puis Thérèse, inversement, qu'est-ce qui pourrait faire que votre collaboration s'améliore encore, même si je ne doute pas qu'elle soit très bonne? Oui, effectivement, ça se passe vraiment très, très bien avec les designers qui sont dans notre équipe au centre de recherche. Mais peut-être je laisserai Thérèse répondre, voir comment elle perçoit le travail avec les gens d'AGC. Ouais. Peut-être en attente, ce serait un peu plus de visibilité sur les disponibilités de chacun, puisque les plannings changent énormément en fonction des nouvelles consignes. Donc, des fois, on doit réajuster les ateliers. C'est pas une masse à faire au final de projeter 4 ateliers sur une semaine avec 5 ou 6 participants à chaque fois, puisque les conditions de chacun changent. Donc, un peu plus de visibilité sur les plannings, peut-être organiser, je sais pas, des moments où on s'accorde tous. J'attends aussi que le temps passe pour pouvoir observer et analyser les premiers ateliers en remote, en fait, en masse, pour vraiment établir en fait une courbe ou au moins des points de progression. On peut les observer petit à petit, mais ce sera bien, je pense, dans 1 ou 2 semaines, quand on aura fait 6-7 ateliers, pour voir vraiment les points, les facteurs communs, en fait, et les choses sur lesquelles travailler. Il y aurait aussi
on espère une réduction de temps de restitution pendant les ateliers, en fait, parce qu'à chaque atelier, il y a des petits exercices différents. Et donc, du coup, à la fin de chaque exercice, on fait un peu un topo et on passe à la suite, en fait. Et le fait d'être à distance et d'utiliser des nouvelles méthodologies de travail, surtout via le digital, lâche un temps de latence, en fait, à chaque fois, qui fait que d'un atelier en réel qui prend 2 heures, on passe à 2h30, voire 3 heures, en fait. Donc, voilà, le temps que tout le monde prenne ses marques dans ces méthodos, prendre un peu moins de temps, ouais, ce serait plutôt pas mal. Et après, ah, pardon. il y a le côté aussi, moi je travaille avec un développeur parce que je suis sur un projet qui est un projet d'interface également. Et donc là, j'ai le challenge de, comme a été dit tout à l'heure, d'organiser un test à distance. Et donc, les idées de tutoriels, de formation et voilà, et de tests à distance m'intéressent énormément parce que ça va être la première fois. Donc voilà, il va falloir mettre tout ça en place dans les jours à venir. Alors, et si moi je peux rajouter quelque chose, c'est juste de dire que, en fait, ce que moi j'attendrais des designers, c'est de ne pas hésiter à pousser les gens dans le contexte des brainstorms à penser vraiment out of the box, à sortir de leur univers, parce que sinon le risque c'est voilà, qu'il y ait une forme de statu quo, ce sont les mêmes idées qui reviennent, et donc là il faut vraiment réussir à aider les gens à sortir des idées un peu plus classiques, malgré l'éloignement, malgré le fait que c'est difficile de faire des warm-up, de se mettre dans un état d'esprit hyper créatif. Donc, il faut vraiment que les designers arrivent avec cette énergie-là et cette volonté de pousser les gens à dépasser des idées, disons, un peu plus classiques et banales. C'est vrai que c'est très difficile parce que tout ce qui est thinking out of the box, ça demande une préparation, ça demande une formation. Et alors là, c'est vrai que sans être présent en physique, c'est très difficile. Moi-même, je forme avec Tristan qui est pas quelque part dans les participants. On forme un peu nos équipes aussi à toutes ces méthodes et essayer toujours d'aller chercher plus loin autre chose différent. Et c'est notamment un des sujets sur lesquels on a travaillé avec Codigo récemment. C'est le sujet qui nous occupe en ce moment où il a vraiment fallu sortir complètement de ce qu'on connaissait. Et là, c'est vrai que ça demande beaucoup de présence parce qu'il y a un tas d'exercices pour préparer la pensée à passer dans la machine à laver. Et c'est pas évident. Je voudrais entendre un petit coup Romain parce que je lui avais demandé de participer. Tu es là, Romain? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Romain, qui est donc jeune designer qui est arrivé il n'y a pas très longtemps chez nous. Bon, ça m'intéresse de t'entendre sur qu'est-ce que tu attends, toi, comment tu penses qu'on pourrait s'améliorer par rapport à ton directeur du design Augustin, mais aussi par rapport à ton client Hugues. Qu'est-ce qui, des deux côtés, pourrait faire en sorte que en remote et cette fin de confinement soit la plus optimale possible? Mais de mon côté, c'est vrai que comme tu l'as dit, vu que je suis arrivé assez récemment chez Kirk, c'est pas mal. C'est un challenge qui est plutôt sympa à découvrir dans le sens où il faut que j'expérimente la méthodologie Kirk avec laquelle je commence à me familiariser, en plus de revoir mes habitudes de travail qui sont du coup impactées par le remote. Mais moi, de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et ma manière de travailler au quotidien, je trouve que ça me permet plutôt de réorienter mon attention vers différents outils, ou alors du moins sur un outil que je connais déjà, chercher à le maîtriser d'une manière différente. C'est-à-dire qu'au final, je pense que, comme on l'a dit, il y a une recrudescence de nouveaux outils, et je pense que le but n'est pas nécessairement de systématiquement essayer chercher à maîtriser des nouveaux outils, mais plutôt être plus judicieux dans la manière d'utiliser ce qu'on a déjà. Notamment, par exemple, je vais prendre l'exemple avec Augustin dans un premier temps, quand je travaillais avec Augustin sur un projet, on se fait des points réguliers. Et c'est vrai que la dernière fois, justement, on a l'habitude d'avoir beaucoup de recul lorsqu'on a fait un point et lorsque je lui ai présenté mon travail. Et on se demande comment est-ce qu'on pourrait justement orienter ça d'une manière plus profitable et plus productive.
Je vais prendre un exemple très simple dans le cas de la conception et du design, qui est, je sais pas, on va dire le format, le support papier qu'on utilise beaucoup chez Kirk. Comme l'a dit Augustin tout à l'heure, c'est vrai que généralement, on se présente des prototypes papier où on va poser une idée sur le papier. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très, je parle en ratio temps de production et niveau d'information du livrable. Le papier, c'est très, très efficace, en fait. Sauf que là, quand on est en remote, on va perdre un peu en spontanéité et en efficacité. C'est-à-dire que quand je vais lui montrer un wireframe papier, j'aurai pas la même efficience, on va dire, que quand je suis à l'agence et que je peux tout simplement aller voir Augustin et lui dire regarde, je viens de faire ça et lui expliquer clairement mon dessin papier. Et c'est là où on en est tombé sur le fait de se dire qu'en fait, au final, il y a différents outils qui au final, ou des outils qu'on connaissait déjà, qui sont déjà dans notre environnement, parce que comme on l'a dit également, c'est vrai que penser out of the box, c'est plus compliqué quand on n'est pas ensemble. Là, je pense qu'il faut réussir à penser out of the box, comme on dit, mais dans notre environnement qui est très proche. C'est-à-dire que avec Augustin, la dernière fois, on s'est dit, bah tiens, au final, on se fait des points récurrents, mais c'est vrai que si on s'était posé tous les deux et qu'on avait pris peut-être un peu plus le temps de concevoir une architecture de l'information à deux qui est solide, on aurait un support qui nous permet justement de limiter nos points réguliers ou du moins de pouvoir se référer à cette architecture de l'info de manière systématique et d'avoir des échanges qui sont plus courts et plus efficaces. Et du coup, ça nous permet de nous rendre compte qu'il y a des outils comme ça qui sont à portée de main, auxquels on n'avait pas nécessairement pensé ou auxquels on pensait moins et qui au final reprennent de l'avantage. Et en plus de ça, notre manière de les utiliser va changer. Et moi, je trouve que c'est une super opportunité, notamment on en parlait dans le live de la semaine dernière, de repenser ces outils qui existent déjà plutôt que chercher nécessairement à utiliser de nouveaux outils, notamment la présentation du document Excel utilisé chez Kirk que tu avais fait, Nicolas, qui est ni plus ni moins que la restitution d'un mur d'atelier en physique avec les post-it de différentes couleurs. Ça permet justement de croiser tout le monde, parce que même là je parlais entre designers, mais par exemple quand je présente mon travail également à Hugues, où là c'est vraiment du inter-équipe, on n'a pas le même métier, donc il y a des compétences qui sont différentes. C'est sûr que utiliser ces outils ou même l'utilisation d'Axure à distance est au final plutôt une bonne solution, puisqu'en fin de compte je réussis à avoir un rendu qui est vraiment imagé et qui est visualisé. Et pour le coup, je trouve que c'est un bon support et un bon livrable pour les développeurs de chez People, puisque moi, après, tout simplement, mon explication de mon travail, elle va se faire dans ma disponibilité à pouvoir faire des points fréquemment avec les développeurs. Mais étant donné que je suis principalement sur le projet People et avec Augustin, ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure du temps. Et ouais, je trouve ça super challengeant de se dire qu'au final, on ne cherche pas à maîtriser de nouvelles choses, mais à tirer et à exploiter, à s'exprimer le mieux possible sur les outils et les logiciels qu'on connaît déjà, en fait. Je sais pas si j'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est très clair, c'est très clair. Et une fois de plus, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On peut avoir tous les outils qu'on veut. On est encore sur un problème qui est un problème totalement humain. Tristan mettait dans le chat que c'était une vraie galère de véhiculer des idées. Et effectivement, là, à part prendre du temps et être peut-être en équipe très réduite, et voilà, prendre du temps. Moi, je travaille pas mal en ce moment avec Clara aussi sur une interface. Bah, c'est vrai que ça peut être plusieurs calls par jour sur un tout petit bout de menu, une drop-down, etc. Et il faut passer du temps. Alors, je sais qu'avec Lucie aussi, on utilise beaucoup. Je lui dessine un truc sur la feuille et puis je lui montre comme ça à la caméra des choses toutes bêtes. Mais c'est vrai que ce sur quoi on a le plus de problèmes, c'est les choses les plus simples. Tristan, tu peux intervenir. Je vois que tu as envie de parler. Ah ouais, c'est trop dur de vous entendre sans parler. Je rigole. Non, c'est super intéressant. Vraiment, merci pour vos retours. Là, il y a plein de bonnes choses à prendre. Non, la micro-solution dont je parle, là, ça a été fait assez instinctivement l'autre fois. Je mets pas ma webcam parce que j'ai une bande passante très faible ici. Et puis, bon, là, le coiffeur, après un mois, bon, voilà. Ceux qui me connaissent en vrai, c'est un vrai carnage. Il n'y a pas de problème de coiffeur, apparemment. Ouais. Ça va être pareil, je crois.
La photo, au moins, elle est au top là. Et du coup, non, instinctivement, l'autre fois, en fait, on ouvrait Sketch. En fait, moi, j'essayais absolument d'ouvrir des solutions où je pouvais dessiner directement en ligne, mais en fait, avec le trackpad, c'est une grosse galère. Ça devient incompréhensible. C'est pas assez rapide. On n'a pas la spontanéité qu'on a avec du dessin wireframé. Et en fait, tout simplement, en ouvrant un logiciel comme Sketch, Illustrator ou n'importe quoi qui permet de tracer des rectangles très rapidement, en fait, on est capable de diffuser des patterns, des idées de parcours, des idées de composition de page très, très rapidement. Donc ça, c'est déjà un début de solution que si on le couple effectivement avec du papier en webcam, faut pas que ce soit en miroir du coup, mais ça marche plutôt bien. Moi, la question que j'avais, je ne sais pas si tu allais en parler après, Nico, mais on parle beaucoup justement de nos process en interne, avec nos collaborateurs, etc. Mais justement, Thierry en parlait un peu, elle va devoir mener un test d'utilisabilité à distance. Qu'en est-il de la recherche utilisateur pour nos participants? Alors, côté Kirk, on fait aussi du test en remote, mais je sais que Hugues et Loïs sont très proches de leurs clients, ils ont un support, enfin voilà, ils sont vraiment très à l'écoute. Comment ils envisagent ces quelques semaines, voire mois, voilà, quelle est la manière selon eux d'aller un peu à la rencontre de leurs utilisateurs, prendre la température, savoir si tout ce que vous êtes en train de faire leur correspond en fait. Alors, à qui tu posais ta question? Je Bah, te laisse. Hugues, Loïs, Valérie, Théré, Mohamed, tous ceux qui ne sont pas chez Kirk, parce que je sais comment ça se passe chez Kirk, mais voilà, les utilisateurs. Moi, je vais répondre, mais nous, on est dans une situation qui est quand même particulière parce que, évidemment, on gère de l'intérim et qu'on est dans une situation avec des volumes qui ont diminué de 80%. Donc, on a quasiment plus d'activité chez énormément de nos clients. Donc, les tests utilisateurs et notamment le projet TPE, Catchim, etc., nos clients, en fait, c'est vraiment pas le moment. Ils sont pas disponibles pour ça. Ils ont plus en fait, ils ont même plus d'intérimaires chez eux. Donc, on a un vrai stand-by là sur un projet qu'on a lancé en début d'année qui commençait à être utilisé par 10-15 entreprises qui étaient en pilote. C'est complètement arrêté parce qu'on n'a plus les utilisateurs pour nous faire justement les retours. Et donc, voilà, la question, encore un gros point d'interrogation là-dessus sur savoir comment on va redémarrer le projet. Il faut d'abord que nos clients recommencent à avoir un peu de volume pour qu'on puisse les solliciter pour utiliser une nouvelle appli. Donc, chez nous, la question, elle est un peu, voilà, c'est un peu en stand-by pour l'instant. Oui. Loïs, je sens que tu voulais compléter. Oui, alors nous, on travaille pour des grands comptes. Donc, il y a deux types de clients. Il y a ceux qui sont embarqués, qu'on connaît depuis longtemps, avec qui parfois on a des relations interpersonnelles. Donc, avec eux, on continue de fonctionner. Mais c'est de la chance, c'est-à-dire que la relation a été tissée avant les circonstances du Covid. Et après, je dirais, il y a les prospects, les nouveaux clients avec qui les relations sont en train de se tisser à l'occasion d'un projet qui démarre ou même parfois c'est des prospects en avant-vente. Là, je ne vous cache pas que les circonstances en ce moment sont compliquées. Heureusement, la plupart des grands comptes ont l'habitude de travailler à distance, ils ne sont pas toujours physiquement près de nous, donc on a déjà ce mode de relation à distance est déjà établi. Mais par contre, pour dire les choses clairement, si là, on devait organiser nous-mêmes des tests utilisateurs, par exemple, et demander à nos clients de faire venir des agents, des superviseurs de plateau, je ne vous cache pas qu'en ce moment, indépendamment du fait que c'est déjà difficile en temps ordinaire, parce que c'est des ressources qui sont très occupées et que nos clients ne sont pas toujours OK pour les déplacer. Je ne vous cache pas que là, avec les circonstances qui font qu'on ne sait pas très bien aujourd'hui s'il n'y a pas du chômage partiel chez eux, si, au contraire, chez certains, l'activité a complètement explosé avec le Covid. C'est des circonstances dans lesquelles on préfère rester dans le mode stand-by et attendre un peu que le sujet se décante avant de relancer ce genre de demande. Donc j'ai envie de dire, on a été un peu timide pour l'instant, on n'a pas été tellement au-devant d'eux dans ce genre de circonstances. C'est clair que j'ai pas connaissance qu'on ait fait un seul test. On a fini les grosses sessions juste avant le confinement, mais c'est vrai qu'on n'a rien lancé. Par contre, on parlera un peu recherche, certainement sur le prochain live, mais je vous en dirai plus tard. Mohamed, toi, sur le projet que tu as eu à gérer, vous avez eu le temps de tester un peu ou
Alors moi, pas forcément. Pardon, je t'ai pas entendu. Non, vas-y. Non, parce que tout à l'heure, tu parlais du parcours que vous avez mis en place justement pour gérer les réponses des situations spécifiques de crise. Yes, je sais que par exemple, bon, moi pour ma maquette, j'ai pas eu à le faire, mais je sais que pour les UX, eux par contre, ils ont dû s'adapter à la situation. Donc, ils sont les traditionnels un petit peu, hein, les questionnaires, les tests utilisateurs, tout ça. Donc, je pense qu'ils ont dû s'adapter. Ça a été parfois problématique parce que en général, les UX, ils travaillent en équipe. Donc, j'ai une collègue UX, je ne sais pas comment elle a fait. Je sais que elle nous explique un petit peu ses process pendant les daily. Donc, je sais qu'il y a une part de difficulté quand même. Parce que bon, c'est assez humain ces choses-là. Donc, je pense que ça a été difficile à ce niveau-là. Donc, après, je pense que les questionnaires, tout ça, ça a été assez évident pour elle de les faire et elle n'a pas eu de problématique. Mais je pense que, ouais, je suis pas sûr en tout cas de sa réponse parce que bon, je sais pas ce qu'elle vit au quotidien en tant que UX, mais je sais que c'est assez difficile. Et moi, j'ai pas eu trop à le faire, donc je sais pas si je peux m'exprimer autant sur cette question-là. Non, mais je demanderai à ma collègue UX son vécu à elle, en tout cas pour ses missions, par exemple. Je pense que les autres ont un peu répondu. De toute façon, on est dans une situation où c'est dommage parce que on pourrait se dire que on a enfin le temps de faire tester plein de choses. Les gens sont chez eux. On pourrait faire des interviews, faire des tests dans tous les sens. Mais en même temps, oui, c'est pas le bon moment. Alors pour tout ce qui est B2B, effectivement, c'est un peu mort en ce moment. Je pense qu'il y a une vraie différence entre les produits B2B et les produits B2C. On peut toujours faire tester des produits de start-up qui s'adressent aux jeunes, enfin peu importe, voilà, des cibles vraiment B2C. Pour les produits B2B, il n'y a plus personne et c'est très compliqué. Il est 12h45, je voulais terminer, on a déjà dépassé un peu, mais c'est pas grave. Est-ce que il y en a qui souhaitent poser des questions à quelqu'un spécifiquement ou au groupe? Moi, j'ai tout plein de questions que j'ai pas pu poser, mais je les reposerai plus tard. C'est pas très grave. Je les poserai peut-être dans le groupe sur LinkedIn. J'ai pas bien anticipé. C'est vrai que c'est pas évident. J'ai pas pu donner la parole forcément très longtemps à tout le monde. On était nombreux. En tout cas, c'était super cool. Donc, il y a quelqu'un qui a une question qui souhaite poser au groupe. Thierry, tu n'avais pas de questions, toi, quand on avait échangé, mais peut-être tu as eu tes réponses un petit peu en discutant. J'étais curieuse de connaître comment tester des interfaces à distance. Après, vous avez tous un peu répondu. C'est vrai que l'idée des vidéos, je vais la garder en tête très précieusement. Nous, c'est une application métier, donc les personnes qui vont l'utiliser sont intégrées chez AGC, donc sont disponibles. Donc, on va pouvoir essayer de mettre ça en place. Mais sinon, je suis vraiment preneuse d'outils et après de mindset. Je sais que je passe énormément de temps à préparer les interfaces des ateliers à distance. Parce que avant, on déplaçait juste les post-it sur le mur et là, il faut tout préparer, tout anticiper. Donc, si vous avez des tips pour préparer vos interfaces d'atelier à l'avance un peu plus rapidement, je suis preneuse. Voilà. Tu pourras regarder alors deux éléments de réponse. Dans le groupe, on avait posté, nous, ce qu'on avait essayé chez nous, c'est de reproduire des murs sans utiliser Mural et justement d'utiliser juste des spreadsheets Google sur lesquels on mettait des post-it de couleur. Pourquoi on avait fait ça? Tout simplement parce qu'on voulait limiter la friction en termes d'apprentissage, création de comptes, nouveaux outils. Et on a un peu l'impression, nous, que si on fait un gros design sprint, par exemple, sur Mural, c'est très parlant pour des designers, mais pour s'y retrouver pour des clients qui démarrent dans le remote et tout, c'est un peu le bordel et c'est un peu too much. Donc, on avait pris le parti de commencer avec des choses qui utilisaient des interfaces qu'ils connaissaient très bien. Alors, on aura un retour d'expérience au prochain live parce que ça a fonctionné avec certaines équipes, avec d'autres, ça a moins bien fonctionné. Ça va dépendre un petit peu des équipes. Et certainement, la prochaine fois, on précisera ça parce que j'ai l'idée d'un sujet. On a un vrai gros retour d'expérience
sur un ensemble d'ateliers de service design avec des gens qui sont vraiment pas habitués au digital, au remote, et avec qui on a fait un énorme travail. Ce qui amène au deuxième point de ma réponse, ce qui est effectivement, on a dû présenter une sorte de service design map, service map, très complexe avec un nombre de points de contact incroyable. Et Clara, qui travaille sur le sujet avec Gaëlle, notre cofondatrice et qui gère toute la recherche chez Cœur, elles ont dû aussi faire une vidéo de présentation. Donc, ça revient sur ce que disait Hugues, et c'était vraiment intéressant comme travail. Donc, présenter toute la carte et voilà, expliquer ce que c'est un point de contact, comment on lit une carte, comment ça fonctionne, pour que les gens s'approprient la carte et que quand ils arrivent sur l'atelier, ils connaissent déjà parfaitement le livrable sur lequel on a travaillé. Mais il a fallu passer par de la vidéo également. Donc, on retiendra de ça que la vidéo, c'est très bonne. Troisième élément de réponse, et je terminerai, on utilise Terrain, nous, comme outil Testapic. Et pour le test à distance, je ne saurais trop te le recommander. C'est un outil français, c'est une équipe super, avec qui tu peux avoir des humains et parler avec des agents derrière si tu as des problèmes. Et les résultats sont, la formalisation des résultats est carrément géniale. J'ai pas entendu le nom de l'outil. Testapic. C'est le Testapic, test A-P-I-C. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question, ou même dans le groupe, dans le chat, si vous souhaitez? Non, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Bon, globalement, je vois que le confinement se passe bien pour tout le monde. On va s'arrêter là. Je pense qu'on a déjà eu pas mal d'échanges. Je vous invite, si vous avez des questions complémentaires, vraiment à intervenir sur le groupe. Vous pouvez poser une question à l'Assemblée, prenez le temps de préparer bien votre question, que ce soit bien rédigé, et comme ça, vraiment, on fera en sorte, moi je serai là pour faire participer les gens et faire en sorte que votre question trouve une ou plusieurs réponses. On va finir par une petite... il y avait une question, merci pour ceci. On va finir par une petite rétrospective très rapide, juste un ou deux mots de nos participants. Lucie, je sais que je t'ai pas fait beaucoup intervenir, mais voilà, on avait beaucoup de monde. Thérèse, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit live? C'était fort intéressant. C'est bien parce que c'est aussi assez décontracté pour que on puisse être spontané. Donc j'espère qu'il y en aura plein d'autres encore. Et puis on est tous loin des uns des autres, donc c'est une autre manière de communiquer, de s'échanger des informations, en esprit de communauté, et ça fait plaisir dans ces temps. Et je sais pas ce que tu en penses, Valérie, mais moi je suis très contente. Passe la parole à Valérie. Merci Thérèse. Eh bien, je vous remercie moi pour l'échange. C'est plein de nouvelles choses quand même, et je vois qu'il y a quand même plein d'outils qui peuvent être utilisés, des approches différentes. Donc c'était encore une fois passionnant, et je vous remercie. À votre disposition pour d'autres échanges. Merci. Je passe la parole à Loïc. D'abord, merci de m'avoir fait participer. Moi, j'apprécie ce genre d'échange informel. Moi, j'avais aussi des préoccupations, mais je pense que c'est toujours agréable de voir que les autres les ont également, notamment le côté informel qu'a remonté Augustin, qui permet de parfois piloter au près et qu'on ne retrouve pas quand on est à distance. Moi, je le vis vraiment. Et je pense que c'était aussi le cas d'un certain nombre d'entre nous. Donc, ça permet de voir qu'on le vit tous et qu'on n'est pas en situation d'échec spécialement soi, et qu'il faut trouver des petites astuces. Merci pour aussi les informations. Là, j'ai remarqué qu'il y a quelques outils qui avaient été proposés, là, notamment Jamboard. Je suis en train de regarder. Nous aussi, on a besoin de dessiner à distance. On dessine mal, on n'est pas des UX, donc on fait des gros gribouillis. Mais c'est toujours intéressant. Et au plaisir donc, de reparticiper à ce type de discussion, on va dire, communautaire. Merci Loïs. Je note le point en tout cas qui a l'air vraiment d'être un point très important pour tout le monde, et le point de ces petits échanges humains tout au long de la journée qui en fait sont les petites choses qui manquent, et j'essaierai de voir comment on peut intégrer ça au prochain live. Hugues.
Ouais, merci. C'est vraiment sympa, en effet, de pouvoir échanger, de voir aussi comment sont organisées. Moi, ce qui m'intéresse, de voir comment sont organisées d'autres entreprises, parce que nous, on a une organisation un peu particulière où c'est un peu moi qui joue le rôle de product owner, parce que j'ai un peu l'historique de la plateforme. Et je dirais que la prochaine étape chez nous, c'est un peu, ce serait un peu d'avoir un product owner dédié qui fasse ce métier-là à temps plein pour faire le lien justement avec les équipes de designers et puis nos équipes dev. En tout cas, c'est toujours oui, intéressant de voir ce qui se fait par ailleurs, de voir comment d'autres entreprises fonctionnent. Donc, merci beaucoup aussi pour l'invitation. Et puis, merci à tout le monde pour la participation, les échanges. C'était super intéressant. Merci à toi, Hugues. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des compléments de questions à les poster sur le groupe. Vraiment, on a vraiment à cœur de faire vivre cette communauté pendant le confinement et on fera ce qu'il faut pour répondre. Mohamed? Yes, bah pareil, moi j'ai trouvé cet échange très instructif et super intéressant. Donc le fait de voir différentes personnes de différentes entreprises, agences, boîtes. Donc ça a été riche. Je trouve que c'est nécessaire de le faire dans des moments comme le confinement et de mettre en avant le côté humain en fait. Donc je pense que c'est un petit peu ça la base de tout et le plus important dans ce confinement, c'est de créer des relations et de rester humain, quoi. C'est de prendre contact, de parler, d'échanger. Donc, merci encore pour cette invitation. J'ai été content de le faire avec mon collègue Sofiane. Donc je suis content de l'avoir fait avec lui. Puis ouais, c'est vraiment nécessaire et c'est une bonne initiative. Donc, c'est quelque chose à refaire et je pense, j'espère voir d'autres personnes aussi ou d'autres entreprises. Je pense que ça peut être sympa aussi. Mais en tout cas, très riche. Merci Loïs, elle doit partir, au revoir Loïs. Tristan, est-ce que tu pourrais poster s'il te plaît dans le chat l'adresse du groupe Remote UX? J'ai Patrick Vallon qui nous demande de quel groupe on parle, donc on va te donner. Ah, merci. Soufiane, il est toujours là? Je suis toujours là. Donc un peu de tout le monde. Donc merci pour l'invitation. Très intéressant, très structuré, ça reste un échange qui est, on va dire, pas que professionnel, donc ça nous permet de rencontrer d'autres personnes, des nouvelles têtes, comme on dit, avec des nouvelles approches sur le quotidien de tout le monde. Donc ça nous permet aussi à nous de voir qu'on n'est pas tout seul dans la galère à se poser on se pose tous un peu les mêmes questions et on essaie tous un peu de s'en sortir. Donc aller piocher des idées à gauche à droite, c'est très intéressant. Donc merci pour ce temps passé avec vous. Merci Soufiane, pardon. Lucie, elle est toujours là? Oui. Je suis désolé, je voulais te faire participer un peu plus, mais tout le monde a plein de choses à dire. Ouais, non, je rejoins tout le monde, hein, c'était hyper intéressant et surtout de voir et d'entendre des personnes d'entreprises différentes. Je rejoins un peu tout le monde sur ce point-là et j'espère que on y arrivera à capter encore plus de personnes de différentes structures et qui puissent partager avec nous leur vécu du confinement et même de leur manière de travailler. Ça pourrait être hyper intéressant et je rejoins aussi Loïs qui est parti, mais c'est vrai que ce sujet de pouvoir échanger rapidement des idées, c'est un point qu'on rencontre tous, je pense, et encore plus, en tout cas moi, retour d'expérience avec lui, c'est vrai que quand il a des choses un peu complexes, nous on travaille sur une application métier assez complexe et qu'il puisse m'expliquer des choses, c'est vrai que des fois juste en parlant et qu'il puisse pas me le dessiner en étant à côté, c'est un point assez compliqué et on essaye de trouver des solutions. Bon, nous ça va, on se connaît bien et puis c'est un sujet qu'on connaît quand même pas mal, enfin moi en tout cas et avec lui. Mais en tout cas ça pourrait être un sujet hyper intéressant prochainement sur lequel discuter tous ensemble avec de nouvelles structures. Voilà, merci à tous. Merci à toi Lucie. Je regarde dans le chat, là, il se passe plein de choses. Romain, on n'a pas entendu Romain. Oui, je suis là. Un petit mot rapide. Ouais, je vais pas redire que c'était super intéressant d'avoir plein de personnes de plein de structures différentes. Moi, je vais juste ajouter une chose. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir le point de vue de personnes qui travaillent en freelance parce qu'ils sont dans une situation qui est pour eux très, comment dire, ouais, très, très spéciale et c'est vrai que ça nécessite une organisation qui est très personnelle pour eux, c'est-à-dire que c'est vraiment uniquement eux avec leurs clients. Donc, je pense que ça peut être un profil qu'on peut essayer
d'accrocher, de faire participer aux prochaines réunions. Ouais, carrément. C'est noté. On termine avec Augustin. Ouais, bah écoutez, bah pareil, hein, très très intéressant. Hein, je vais pas répéter. Enfin, vous avez dit. Je suis relativement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pareil, c'est assez rassurant de voir que on partage tous un peu les mêmes problématiques. Et ce que tu disais, Nico, hein, juste pour résumer, moi c'est ce que je retiens surtout, c'est que c'est vrai que on arrive, enfin surtout dans des process de product design, on arrive déjà avec une organisation, on a notre backlog, notre architecture d'information, donc on se dit bon ça va rouler. Et en fait c'est des petites choses qui remontent comme ça, de se dire ah là comment on transmet cette idée, etc. Et donc voilà, mais après je sais qu'à titre personnel, des échanges comme ça nous permettent d'avoir quelques petites solutions. Et voilà, il existe des petites solutions. Tristan t'en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'utiliser juste un outil de design comme Sketch pour faire un petit wireframe, mais vraiment très rapide sur une petite partie de l'interface, ça c'est des choses qui fonctionnent très bien. Je sais qu'avec Romain on l'a fait plusieurs fois. Donc voilà, non mais en tout cas très intéressant. Ouais. Eh bien, à mon tour, je vous remercie tous. C'était un peu une première, le côté interview croisée, etc. Moi-même, j'ai profité de cette session pour essayer d'apprendre plein de choses et voir comment j'allais pouvoir améliorer ce format par la suite. Donc, j'ai noté plein de choses de contenu, mais aussi beaucoup de choses sur la forme. Et j'espère qu'on pourra faire encore mieux la prochaine fois. Vraiment, je vous invite à suivre le groupe et à échanger sur le groupe. Pourquoi? Parce que ce rendez-vous, il est assez court. Il est plutôt toutes les 2 semaines parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire et c'est pas évident enfin, ça prend du temps d'organiser tout ça et je voudrais être un peu focus sur le groupe pour que, avec le temps de la réflexion et tout, vous ayez le temps de poser des questions, de mettre des sujets, même si vraiment il y a des choses que vous souhaitez aborder la prochaine fois. Mais ce groupe, il a vraiment vocation à vivre dans les lives et hors des lives. Donc n'hésitez pas à interagir et à faire vivre tout ça. Une fois de plus, je m'engage à ce que chaque question ait une réponse et voilà, à faire vivre le groupe, même si je dois aller chercher les bonnes personnes pour avoir les bonnes réponses. Merci à tous encore une fois. On va vous libérer. Vous allez pouvoir aller déjeuner tranquillement. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Et voilà, j'aurais aimé entendre plus longtemps chaque intervenant, mais on avait peut-être prévu un peu beaucoup de personnes. Mais en tout cas, c'est ça qui a fait la richesse du truc. Donc, je vous libère tous. Je vous dis un grand merci. Et on se revoit dans 2 semaines, grand maximum. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir, merci à tous. Hein?